الزول فلاون تسجيلت بوسكين اختاوي يونس انت لها ثورنجين يلاد ذي لي زغيوين الناغ غافين يشدن سو ذاين ناغ لي جويف فنوا ذا قونو سقسينا كيما نيس ايوا شو يلا إلى الحرس فين يكون لان ذو ذي ثمورث ولا ذي قباليين من الذي مشطاح نسل كي كان لايف ما دوثن كيونس ذو ذي إوا شو ذاين توحقران وسعنا امكان نسن ذي تموت من الجزائر ولا ذي تموت القبايل لو يفنن نزر شو ذا مزغوي بونش ذا شو ذا الساغن لي ليان يسعان اكذي قبايليا وذاين ذي الجزائر السومثا ذا شكين يرجان نساولاس يوث تمياروث تزيريت ديولولن ذي تنس تما نشلف ثكيد هيديا بن سحليت وغا تصون قالن لدغا ان قالوا يكي ان منقا انيسي فين يتسمى نسات انتي تان بروفوكاتور قرناس سماياس l'Algérie juif qui تولي مكاد تولف ثكير نا l'autre moi que je connaissais peu ذا ليس ديفرون دي تزرقين التافا دي فرنسا دارون ذي الجزائر فرانس فانو سيزراغ عمر إنجريشن سينير إي هيديا بن سحلي الزلفلان بونجور هيديا. Bonjour, bonjour et merci de m'avoir invité. Et voilà, donc je viens de vous introduire en langue kabyle. Grosso modo, j'ai relaté un peu la donne juive qui manque un peu aux Algériens. Ils ne connaissent pas généralement c'est quoi le lien qui lie les Juifs avec l'Algérie, qui étaient là avant même les musulmans. Les Arabes viennent. Donc, vous l'avez intitulé votre livre avec un titre provocateur, l'Algérie juive, l'autre moi que je connaissais peu, et préfacé par une écrivaine, une sénatrice, une traductrice française, du nom de Valérie Zenati. Donc, avant de rentrer en détail dans ce livre-là, ça serait bien si vous pouvez vous présenter, Hidia, à nos téléspectateurs de Tuki 5. Avec plaisir, avec plaisir. Déjà, je vous remercie de m'avoir invité et je remercie toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Alors, je suis née à Ténès, juste après la guerre d'Algérie, donc je n'ai connu ni la guerre ni le colonialisme. Je suis née à Ténès, donc d'un père normalien qui a fait l'école normale de Bouzaréa et d'une maman mère au foyer. Voilà, j'ai fait mes études, j'ai grandi en Algérie, j'ai fait mes études en Algérie. Je suis titulaire d'une licence de lettres modernes, d'un master de lettres modernes. J'ai enseigné dans le secondaire, puis après j'ai continué avec un master de didactique et un DEA en didactologie des langues et des cultures à la Sorbonne. J'ai enseigné à l'université de Blida, plus précisément de Soma, pendant pratiquement toute la décennie noire, c'est-à-dire pendant la période du terrorisme. Ça a été extrêmement difficile pour moi et pour mes étudiants. J'étais jeune, mais franchement, ça m'a sapé le moral. Et à la fin de la décennie, je crois juste au moment où Bouteflika a été élu, mon oncle a vu que j'étais ramassée à la petite cuillère. Il m'a dit, écoute, allez, tu t'en vas, je t'emmène. Et il a tout fait pour que je m'installe en France et je me suis installée en France. Alors, j'habite à Paris. J'enseigne dans la banlieue française. J'enseigne toujours le français, la littérature. Voilà, ça c'est pour mon parcours, on va dire. Sinon, je suis auteur d'un premier roman qui s'appelle Orage, qui a été primé, le prix Yaminame Chakra. Et je suis toujours aux éditions Frantz Fanon. Un an et demi après, j'ai écrit un autre roman. C'était en 99, là, le premier. Fin 99. J'ai écrit un deuxième roman, L'agonisant. Là, je savais que j'allais être édité. C'est pas comme pour le premier qui m'a complètement échappé. Donc, voilà. Et L'agonisant, il a été apprécié. J'étais finaliste pour le prix Mohamed Dib. Mais c'est une autre personne qui l'a eu et je la félicite d'ailleurs. Voilà. Et j'ai participé aussi à un ouvrage collectif
La Révolution du sourire, toujours chez Frantz Fanon. Et là, maintenant, je récidive avec un essai, L'Algérie juive, l'autre moi que je connais si peu. Donc voilà, à peu près mon parcours en فوالا gros. تسلمت هديه ثلاثين ونقالن يون نوال كي كذا مزداي نا كوليكتيف ديفانديت موث كذا وي صافايكي متسمى lycée l'Algérie juif l'autre moi que je connais si peu. Donc on va concentrer notre interview cher Hidia donc uniquement sur le livre. Donc il est bien structuré et il a trois chapitres avec en dehors de Tac, l'introduction, tac, tac, quatre tac. chapitres, pardon, quatre chapitres en dehors de l'introduction et d'une conclusion. Donc, tout a commencé avec l'Algérie juive du point de vue historique, notamment vous avez relaté la période antique et la période musulmane. Ensuite, les juifs algériens pendant la colonisation française surtout. Vous avez mis Oui, l'accent beaucoup plus sur ça et qui parle un peu de tout, tous les aspects, soit l'implication des Juifs durant la Révolution, de la musique andalouse, etc. Et puis, à la fin, donc, vous avez fini par une conclusion, comme je viens de le dire. D'abord, la question que tout le monde se pose, ou moi-même, je la pose, pourquoi un livre sur les Juifs, les Juifs en Algérie, sachant qu'il y a très, très, très peu de livres qui ont été écrits sur ce sujet tabou, Idia. oui. Alors d'abord parce que c'est un sujet tabou. Moi, j'aime bien ce qui est tabou. Vous voyez, j'aime bien me pencher sur ce qui est tabou. Mais le titre déjà parle de lui-même. Quand je dis l'Algérie juive, c'est comme si je disais l'Algérie musulmane, l'Algérie berbère, l'Algérie, voilà. C'est-à-dire une facette de l'Algérie qui est très méconnue. Et quand je dis l'autre moi que je connais si peu, effectivement, je, on peut dire qu'on connaît très peu, en fait, l'histoire des Juifs en Algérie, tout simplement parce qu'on n'en parle pas. En Algérie, on n'en parle pas. L'histoire, c'est comme si elle commençait avec le Futuhat islamien. Et en France non plus, puisqu'ils ont été dissous complètement dans la nationalité française. Ce sont des Français. Pour la France coloniale, les Juifs étaient des Français, point. Donc, si vous voulez, personne n'en parle vraiment. Et quand je dis personne n'en parle vraiment, c'est un peu faux et c'est aussi un peu vrai. Un peu faux parce qu'il y a des historiens très sérieux qui ont abordé ce sujet sous plusieurs angles. D'ailleurs, c'est ce que j'ai lu et consulté pour pouvoir écrire mon livre. Mais quand je dis c'est une histoire méconnue, c'est pour le commun des mortels. Les gens lambda ne vont pas avoir pour livre de chevet un texte académique. Ils vont avoir des romans, ils vont avoir, quand ils lisent, ils vont avoir. Mais les textes académiques sont destinés généralement aux pairs. Un historien écrit généralement pour ses pairs, quand le texte est académique. Les articles aussi, il y a des revues spécialisées qui sont lues par les gens, par les spécialistes. Mais le commun des mortels, lui, qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste des blogs, il lui reste des bribes comme ça, complètement décousues. Il lui reste des mensonges, il lui reste l'histoire falsifiée, il lui reste la propagande, il lui reste ça. Donc, j'ai voulu écrire ce livre pour justement être en quelque sorte entre les académiciens, on va dire les historiens confirmés, et le commun des mortels. Voilà, donc mon livre, si vous voulez, je l'ai conçu en deux temps. D'abord, une partie uniquement de recherche, et quand je vous dis de recherche, 2 ans de recherche. J'avais l'impression de préparer un doctorat, tellement j'ai lu de livres, d'articles. J'avais même un ami, Saïd, et je lui disais, Saïd, je ne trouve pas, je ne trouve pas. Il me dit, attends, je vais aller à l'Institut du monde arabe, je vais aller à tel endroit. Il me ramenait des livres, le pauvre, il a sué avec moi. J'ai lu énormément. Une fois que j'ai lu, j'ai synthétisé. Et même la lecture a été très difficile, parce que pour un même événement, vous allez avoir plusieurs sons de cloche, même chez les historiens. C'est-à-dire, vous allez avoir des petites tendances, des petites subjectivités, parfois des mots assassins, parfois des... Donc, il fallait même, dans la lecture des textes académiques, essayer de trouver des auteurs, on va dire, intègres.
voilà, des auteurs qui se détachent complètement du sujet, qui sont objectifs. Je ne dis pas que les historiens ne sont pas intègres, mais j'ai lu des choses qui parfois m'ont choquée, honnêtement, et contredites par d'autres historiens. Donc, il fallait pour chaque événement que je rentre dans l'esprit de l'époque, que j'essaie de comprendre comment ça s'est passé, pourquoi, qui, comment. Et au bout du compte, je m'aperçois que tous ces événements ne peuvent pas être narrés chacun tout seul. C'est pas possible. Tout est enchevêtré. Tout est tel événement est dû à tel autre, qui lui-même est dû à tel autre, qui a telle conséquence, qui aura tel impact. Donc, c'était assez complexe comme recherche. Et une fois que j'ai fini cette recherche et que j'ai réussi à synthétiser, il fallait écrire. Et il fallait que mon discours soit accessible. Il fallait que mon discours soit clair parce que je m'adresse à des non-spécialistes. Les spécialistes, peut-être qu'ils ne vont même pas lire mon livre parce qu'ils savent certainement. Quoique, il y a 2 spécialistes qui ont lu et qui ont trouvé qu'il y a des aspects de certains événements qu'ils ont découverts dans mon livre. Tout ça pour vous dire. Et donc, voilà, je propose ce livre-là pour qu'on connaisse justement l'histoire, parce qu'elle est écrite, mais avec des carrés blancs, des carrés blancs, des carrés blancs. Non, moi, je rentre dans les carrés blancs. Là où il y a des questionnements, j'essaie de comprendre. Et c'est comme ça que j'ai conçu mon livre. Donc, l'autre moi que je connais si peu, effectivement, c'est quelqu'un. Les Juifs sont des personnes qui ont vécu en Algérie depuis plus de 2000 ans. Plus de 2000 ans. Et on ne dit rien sur eux. On ne dit rien. Justement, Hédia, pour échanger un peu, c'était l'objectif de ma première question. Donc, les Juifs, ils étaient là. D'abord, ça serait bien de nous relater un peu l'histoire. À quand on remonte la première fois où on a vu l'apparition des Juifs en Algérie, en Afrique du Nord de façon générale, en Temazra. Voilà. Alors déjà, avant 2000 ans, c'est-à-dire avant l'an 1 du Christ, on va dire, il y avait des Juifs dans le Maghreb et certains auteurs vont parler de Juifs africains. En fait, ce sont des Juifs berbères qu'on appelait africains. Et ils étaient là. Et on va trouver très peu de traces de ces Juifs, on va dire africains, puisque les historiens les appellent ainsi, mais qui sont des Juifs berbères. On va trouver très peu de traces. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils respectaient les coutumes païennes des populations berbères qui étaient là. Voilà, ils enterraient comme eux, ils faisaient comme eux, leurs prénoms, c'était des prénoms locaux. Donc, il était très difficile de distinguer, par exemple, on va dire une tombe berbère d'une tombe berbère païenne, d'une tombe juive. C'était assez compliqué. Donc, et quand il y a eu les Romains, à ce moment-là, si vous voulez, on a trouvé, il y a des archéologues qui ont trouvé des épitaphes avec Iudéus. Iudéus, c'est-à-dire Yehudi, juif. Voilà. Et à ce moment-là, on a pu commencer à trouver. Il y a des chercheurs. Alors, je voudrais quand même rendre hommage aux Tunisiens, hein, excusez-moi, parce qu'ils ont dédié un institut spécialement pour le patrimoine archéologique. Et ils ont fait énormément de découvertes à Carthage, à Calibia, dans plusieurs villes. Ils ont trouvé des synagogues, ils ont trouvé. Quand il y a la volonté politique, on trouve. Hein. Mais quand il n'y a pas de volonté politique, bien forcément, on ne trouve pas. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas trouvé qu'il n'y a pas. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et Carthage, quand on dit Carthage, ce n'est pas la ville tunisienne de maintenant. Hein. Carthage, c'était, bon, ils avaient plusieurs comptoirs tout au long de la Méditerranée. Il y avait les Phéniciens aussi qui avaient des comptoirs. Tipaza, Cherchel, Sétif. Il y avait des Juifs à Sétif, à Athénès. Donc voilà. Ils suivaient bien sûr les Carthaginois parce que les Carthaginois étaient prospères. Et là où il y a la prospérité, les gens vont, n'est-ce pas? On va là où il y a du commerce, là où il y a de l'argent, là où il y a, les gens ne sont pas fous pour aller habiter tout seuls dans plein désert. Quoique, il y avait des juifs dans le désert, des caravaniers. Donc, vous voyez que le monde juif existait réellement. Et quand l'islam est arrivé, et il y a des auteurs qui ont laissé des traces,
et dire, par exemple, je vous donne un exemple, à Tlemcen, où on parle de communautés juives installées. On ne dit pas des communautés juives qui sont arrivées, non, installées, c'est-à-dire qui étaient là. Donc déjà, au milieu du Moyen Âge et vers la fin du Moyen Âge, quand il y avait les musulmans, ils ont constaté la présence des Juifs. Et elle ne les dérangeait pas du tout. Hein. Elle ne les dérangeait pas du tout parce que les Juifs s'adaptaient et puis ils ont tellement vécu avec les Berbères que ça y est, ça, ils formaient une seule communauté, bon, avec on va dire, avec des religions différentes. Mais sur le plan culturel, ils étaient pareils, ils vivaient exactement de la même façon. Voilà, ça, on est arrivé jusqu'à l'islam. Et puis, dans mes lectures, j'ai vu par exemple que quand on parle de l'islam, il est tout le temps question de la dîme. Donc, voilà, Vraiment, permettez-moi de la poser la question autrement. je vous Donc, en prie. vous avez relaté à peu près les Juifs à la période antique. Maintenant, à la période musulmane, notamment avec ce concept de dîma, que j'aimerais bien que vous nous expliquiez et nous rappeliez c'est quoi dîma pour nos téléspectateurs. Alors, justement, cette image, je l'ai trouvée dans plusieurs textes, des textes certains très virulents, où il est question de, oui, les musulmans nous ont taxés, nous ont ceci, nous ont cela. Alors, la dîma, c'est un statut. C'est le statut des gens du livre en terre d'islam. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils peuvent vivre, peuvent pratiquer leur religion. Dès l'instant où ils ne veulent pas épouser l'islam, ils ont le droit de rester. Et ils versent une taxe qu'on appelle la dizia. Alors, en français, la dizia est traduite par capitation. Sauf que sur le plan sémantique, les deux termes ne se recouvrent pas tout à fait. Ce n'est pas du tout la même chose. Euh, Communément, on dit en français la capitation, mais ce n'est pas du tout la même chose. Et j'explique dans mon livre justement pourquoi ce n'est pas la même chose. Et j'ai essayé de comprendre cette dîma. Et les auteurs qui citent la dîma, généralement, ils vont citer la sourate 9, verset 29. Et dans cette sourate, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Où est le mot dîma? Le mot dîma n'existe pas dans le Coran. Le mot dîma n'existe pas, il n'est ni prophétique, ni coranique. Le mot dîma est califal, c'est-à-dire c'est un statut qui est né après la mort du prophète, je crois 2 siècles après le prophète. Donc ça n'a rien à voir avec le Coran et ça n'a rien à voir avec le prophète. Et j'explique justement dans une argumentation bien détaillée, que je ne vais pas reprendre ici quand même, parce que j'aimerais bien qu'on lise mon livre, mais je reprends l'argumentation où j'ai essayé de lire, je me suis même fait aider par des spécialistes du Coran, et il s'avère qu'à l'époque, en fait, il n'y avait pas la dîme, ça n'existait pas du tout. L'esprit de l'époque, le prophète, lui, au contraire, il avait fait des sortes d'alliances, et dans ces alliances-là, il est écrit clairement que les Juifs avec les musulmans pouvaient former une Ummah dès l'instant où les pactes étaient respectés, les pactes de paix, d'accords de non-agression, etc., qu'ils pouvaient former une Ummah ensemble. Quand j'ai lu ça, j'ai sursauté de ma chaise et j'ai trouvé ça dans une thèse doctorale. Je crois que c'est un Algérien qui l'a écrite. Les références sont dans mon livre. Je mets toutes les références. Et donc, voilà, on s'aperçoit finalement, donc j'explique pourquoi la dîma est califale, elle n'est ni coranique ni prophétique. Voilà. Et ensuite, je continue et j'essaie de voir quelle était la relation judéo-musulmane. Bien sûr, les Juifs avaient l'habitude de vivre avec les Berbères, déjà pendant la période païenne. Pendant la période musulmane, ça a continué. Ils sont allés aussi en Espagne avec eux, certains les ont suivis jusqu'en Espagne. Il y a eu tout ce qui concerne les sciences, etc. Ça, on n'a pas besoin de le répéter, on le sait qu'ils ont travaillé ensemble. Euh, j'ai lu dans des textes d'auteurs, même d'auteurs israéliens, hein,
historien, professeur à l'université, qui raconte justement cette symbiose entre les juifs et les musulmans. Donc, à un moment donné, bon, je donne quelques exemples et tout dans mon livre, mais comme il y a eu cette symbiose-là, on s'est dit pourquoi à un moment donné, leurs chemins se sont séparés. Et ça a été l'objet d'un autre questionnement de ma part. Bon, j'ai essayé de voir aussi pendant la période ottomane, mais c'est aussi c'est une période musulmane. Il y avait des hauts et des bas. Parfois, il y avait des souverains qui étaient très violents avec les juifs. Et là, on assiste à des pogroms, c'est-à-dire des assassinats gratuits. Des fois, non. Des fois, ils étaient dans le gouvernement. Ils battaient monnaie pour les souverains. Donc, vous voyez, on ne peut pas dire qu'il y a un monde musulman et dans ce monde-là, tous les juifs étaient démis et tous les musulmans les exploitaient avec des taxes. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La vérité se trouve dans la nuance. Et c'est dans cette nuance-là que je suis rentrée. Voilà. Et pourquoi ils se sont séparés? Ben, il y a eu 1830. Voilà. Et c'est à partir de 1830 que la séparation a commencé à se faire. Alors, il y a beaucoup de gens On qui est disent, arrivé maintenant à la période coloniale française 1830. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc, c'est la grande partie de votre livre. Vous avez parlé de beaucoup de choses, de Kéry-Kérémieux, la période napoléonienne. Parlez un peu de qu'est-ce qui s'est passé à cette période-là. alors sans déflorer le livre, bien sûr, parce que je ne vais pas raconter tout le livre. Oui, c'est un livre Alors, volumineux d'ailleurs. Les gens ils vont l'acheter, c'est mieux, ils vont prendre un peu connaissance, mais oui, parce donnez-nous que, les grandes voilà, lignes. les grandes lignes, voilà. Alors, quand on pose la question aux gens, parce que j'ai posé des questions à beaucoup de personnes, ils vous disent, c'est le décret Crémieux. Voilà. Pourquoi ils ont accepté le décret Crémieux? Pourquoi ils ont accepté d'être français? Ils nous ont lâchés, etc., etc. Donc, il y a une sorte de rancœur comme ça. Et Hedia, juste parce qu'en introduction dans la langue kabyle, peut-être vous ne l'avez pas compris, j'ai dit comme quoi les Kabyles, quand j'étais petit, je me souviens surtout nos vieux, quand ils traitent quelqu'un qui a trahi, ils disent en kabyle Wadi Douzay, Wadi Douzay. Celui-là est un juif. Ça veut dire c'est devenu synonyme de traître. Donc, est-ce que c'est alors, pas lié par hasard à cette période de Crémieux? alors c'est très, très complexe, hein. Cette partie-là m'a donné du fil à retordre. En fait, le décret Crémieux, si vous voulez, on va le voir comme ça, comme un nœud. Il n'est pas arrivé comme ça, hein, comme un cheveu dans la soupe. Il y a tout un processus qui a commencé avec Napoléon Ier, c'est-à-dire début du 19e siècle. Et ce processus-là a commencé en France. Et en France, on s'est imaginé, alors Crémieux, j'ai essayé de comprendre qui était ce personnage et quelle était sa personnalité pour comprendre son esprit. Parce que sinon, on ne comprend rien, hein, quand on ne s'imprègne pas de l'esprit. Alors Crémieux, c'est quelqu'un qui a toujours œuvré, combattu, etc., pour les Juifs, pour le droit des Juifs, etc. Et avant le 19e siècle, on va dire que les Juifs vivaient dans des ghettos. Alors, nuance, en Algérie ou dans le pays musulman, il n'y a jamais eu de ghetto. Le ghetto n'existe pas. Le ghetto est européen. Le ghetto et le fonctionnement d'un ghetto, c'est européen. C'est une discrimination européenne. Dans les pays musulmans, il y avait peut-être Dreb Lihoud. Dreb Lihoud, c'est-à-dire, Dreb, ça veut dire la rue des Juifs. C'est là Derbliho, où, on n'entend plus. Oui, exactement, oui. voilà. Il y a beaucoup de termes juifs qu'on retrouve dans le langage commun des Algériens, hein. Comme tu Ben, dis, tu as cité quelques noms, par exemple. Là, donc, oui, oui, oui. ouais. Alors, Derb Lihoud, Derb, ça veut dire la rue des Juifs. Alors, ils se regroupaient non pas parce qu'on les obligeait à se regrouper, ils se regroupaient parce qu'il y avait la synagogue qui était à côté, l'école synagogale qui était juste à côté, la boucherie cachère qui était à côté. Donc, ils essayaient de se regrouper entre eux. C'est ce que font les musulmans, par exemple, en région parisienne, où ils ont leur boucherie halal, etc. Ils Mais essaient de se parce regrouper. que le mot halal, il vient du juif, en fait, hein. D'ailleurs, l'islam, dans les grands principes de l'islam, ils viennent de la religion hébraïque, hein. Donc, le Beaucoup mot d'autres choses. halal, donc, c'est une copie de kasher, c'est ça? Oui, Copier-coller voilà. de kasher.
Voilà. Donc, dans le DIRB, voilà, ils se regroupaient pour ces raisons-là. Ils ne se regroupaient pas parce qu'on les parquait. On ne les a pas parqués. Ils n'étaient pas parqués. Donc, je disais, Crémieux, voilà. Alors, en France, ils sont sortis des ghettos pour entrer dans la cité, c'est-à-dire vivre avec les autres. Et ils ont accommodé, on va dire, leurs pratiques religieuses avec la République, c'est-à-dire, voilà, s'acclimater avec la République. Et en France, il y a eu donc le consistoire de France. Et là, on a pensé que les Juifs algériens, eh ben, c'était pareil. On pensait qu'ils étaient très archaïques et arriérés, qu'il fallait. Là, je parle du consistoire, hein, c'est-à-dire des Juifs de France, des Israélites de France. Je vais dire Israélites comme ça, parce que les Juifs de France, on ne les appelait pas Juifs. Juifs, c'était hein, c'était dégrader la personne de dire Juif, c'était l'arriéré, l'archaïque, etc. Donc, les Israélites voulaient en quelque sorte avoir une amie sur les Juifs maghrébins et algériens en particulier, surtout algériens. Et donc, quand Napoléon III est sorti des affaires, eh bien, on s'est dit maintenant, on va leur imposer cette nationalité. Ils l'auront imposé. Personne n'a rien eu à dire. Ils ne pouvaient ni le contester, ni absolument rien. Du jour au lendemain, ils se retrouvent français. Alors, on dit, mais oui, mais ça leur a fait plaisir. Bah oui, ben non, ça ne leur a pas fait plaisir du tout. Et pour plusieurs raisons. Alors, la première raison, avant le décret Crémieux, il y avait le Senatus Consulte, c'est-à-dire Napoléon III, il a offert la possibilité aux Juifs et aux musulmans de demander la nationalité française pour être français, etc. Et c'était ouvert, tout le monde pouvait demander, que ce soit les musulmans ou les Juifs. Et vous savez combien ont demandé la nationalité française? Entre Juifs et musulmans, 213 personnes. C'est-à-dire presque rien. Ils n'ont pas demandé la nationalité française. Ils ont préféré rester les musulmans gérés par l'islam et les juifs gérés par le judaïsme. Donc, ils ont refusé. Quelques années plus tard, on s'est dit, bon, ben, puisqu'ils ne veulent pas, on va le leur imposer. Et c'est comme ça qu'ils ont imposé le décret Crémieux numéro 136 a imposé. Et pour des raisons humanitaires, pour des raisons, voilà, les Juifs, il fallait les sortir de la pauvreté, il fallait les sortir de ceci, de cela. Mais dans le 137, dans le numéro 137 de Crémieux, c'est pour les musulmans, et eux, ben, ils devaient la demander comme les étrangers. Donc l'humanisme Crémieux s'arrêtait là. Mais les Juifs, eux, ne se sont pas assimilés. Vous allez trouver c'était 1870, vous allez trouver jusqu'à 1920-1930, vous allez encore trouver des vieux avec la tenue traditionnelle, avec le chef sur la tête, avec les burnous. Vous allez les trouver, rien n'a changé. L'école était obligatoire. Bon, ben, on les envoyait à l'école. Il y avait quelques assimilés, mais cela, j'explique tout le processus qui a commencé dès 1832 pour les assimiler. Mais le reste de la population, c'est-à-dire la grande majorité de la population, malgré le décret Crémieux, ils sont restés berbères, ils sont restés, ils ont gardé leurs emplois, et ils n'étaient pas riches du tout. On s'imagine Crésus, hein, brassant l'or et l'argent, etc., mais pas du tout. Il y avait une minorité de juifs qui étaient nantis, comme il y avait une minorité de musulmans qui étaient nantis, d'accord, mais le reste de la population vivait exactement comme les Arabes, ceux qu'on appelait les Arabes, hein, ben, c'est le terme qui était utilisé à l'époque, hein. Les arabophones, on dit les arabophones. Non, non, à l'époque, c'était les Arabes. Ah, C'était le carrément. mot arabe. Quand on disait les Algériens, dans les textes anciens, les Algériens, c'était les Français. Ah, Quand d'accord. vous lisez, ah oui, les termes, c'est comme ça, qu'il faut les utiliser tels quels. Maintenant, on a autre chose. Maintenant, oui, on dit les arabophones, les berbérophones, les berbères, kabyles, oui, on peut dire
ce qu'on veut. Mais à l'époque, quand ils disaient arabe, c'était tout le monde. Oui, en fait, c'est dans le rôle de la C'était les France boules. coloniale, hein. Ils voulaient semer la Ah, division, voilà, ils voulaient brouiller un peu les cartes et exactement. cacher l'identité berbère pour ne. D'ailleurs, c'est eux qui ont découvert, qui ont mis en place le mot Maghreb aussi, Maghreb par rapport à l'Orient. C'est-à-dire, on est la même famille arabe, tout ça, donc c'est dans le rôle. Donc, à nos intellectuels d'éviter ce genre de terminologie qui sont idéologiques. Bon, c'est entre Oui, mais à parenthèses. l'époque, c'était les mots. D'ailleurs, il y a des citations où il y a le mot algérien. J'ai mis une note de bas de page. Je dis attention, ne croyez pas que c'est les Algériens, nous. Hein. Quand il dit algérien, c'est les Français. Hein. D'ailleurs, Hidia, je ne sais Les pas si vous. autres, c'était les indigènes. On les appelait les Voilà, indigènes. voilà. On les appelait les Arabes. On les appelait. Et puis, dans la population, il y avait le bougnoul, le machin, le truc, enfin, des noms d'oiseaux. Mm. D'ailleurs, Mais il dit entre c'était. parenthèses, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, à chaque fois qu'on regarde les reportages qui ont été diffusés par les télévisions françaises durant la période coloniale, quand ils parlent des Français, des colons et des indigènes, ils parlent toujours des Européens et les musulmans. Les Européens et les musulmans. C'est comme si eux, ils ne sont pas concernés par la chrétienté et que tous les Algériens, c'est des musulmans, alors que ce n'est pas le cas. Il y a les juifs, il y a les athées, il y a tout, mais ils le font exprès, c'est comme vous êtes tous des musulmans. Vous voyez, donc vous voyez, comme vous êtes tous des arabes, vous êtes tous Voilà. musulmans. Bon, c'est Tout entre à fait, tout à parenthèses. fait. Je suis tout à fait d'accord. Et en fait, on les mettait dans un seul paquet sans nuance. Alors, quand on faisait des nuances, alors il y a des textes nauséabonds du 19e siècle où le juif, lui, c'est celui qui brasse l'argent et qui est cupide. L'arabe, c'est celui qui vole et qui est un truand. Le nègre, il y avait même le mot nègre, on les décrivait de cette façon-là. Quand on pensait les décrire, mais autrement, l'ensemble, c'est les indigènes ou les arabes. C'est le mot arabe qui était énormément utilisé dans les textes en France. Voilà. Moi, je vous parle des livres du 19e siècle que j'ai lus, des livres. Mais ce sont des livres nauséabonds, hein, je vous assure que ça donne vraiment envie de vomir. Mais bon, et puis, donc voilà, le décret Crémieux est arrivé. Et puis ensuite, bien sûr, ils ont eu l'école obligatoire qui n'était pas pour les Arabes, les petits Arabes. Ils avaient en fait, l'école a contribué justement à séparer parce que l'école inculque d'autres valeurs, d'autres idées, d'autres représentations du monde. Vous comprenez? Les Algériens, enfin quand je dis Algériens, on va dire les musulmans, ceux-là, eux, ils avaient des écoles. Quand l'armée française est arrivée, elle a trouvé des gens lettrés. D'ailleurs, il y a même un militaire qui dit nous avons trouvé des gens plus lettrés que nos militaires qui sont venus les civiliser, quoi. Mais toutes les mosquées ou toutes les écoles des mosquées, etc., où on apprenait à lire, à écrire, à compter, etc., tout a été démoli dans la restructuration des villes, etc., même les synagogues d'ailleurs. Hein. Tout a été. Donc, les musulmans, eux, ils ont suivi un autre chemin où il n'y avait pas de place aux études. Il y avait la paupérisation aussi, c'est-à-dire quelqu'un qui avait un petit lopin de terre, il préférait que son fils reste cultivé avec lui parce qu'il n'avait rien à manger. Il y avait des famines, il y a eu des désastres en Algérie. Mais quand je vous dis des désastres, des désastres. Donc, aller à l'école, franchement, ce n'était pas la priorité. Et donc, c'est comme ça que l'écart a commencé à se faire entre les juifs et les musulmans. Il a commencé à se faire jusqu'à ce que. Alors, je raconte beaucoup de choses entre-temps. Hein. Ce chapitre-là est assez long et je raconte beaucoup de détails. On laisse peut-être le lecteur va découvrir de lui-même. Voilà, découvrir. Et Et puis maintenant, la oui, Seconde Guerre mondiale, oui. ça a été en quelque sorte une claque pour beaucoup de juifs qui commençaient à s'intégrer à la nation française, etc., et qui pensaient les choses acquises. Bien que, avec tous les témoignages des très très vieux que j'ai eus, les juifs ne méprisaient pas les musulmans. Ils ne les méprisaient pas. Il méprisait Euh, pas qui? Il méprisait pas qui? les musulmans. Ils n'avaient pas de mépris pour les musulmans, contrairement à certains colons qui étaient extrêmement racistes. Les juifs n'étaient pas racistes envers les musulmans.
C'est-à-dire D'ailleurs, qu'il ils ont n'oubliait pas qu'il cohabité à y avait… travers, on le verra plus tard, à travers la musique, à travers, ils ont Non, cohabité non, non, ensemble. mais même dans les relations courantes, moi, ma grand-mère, sa voisine, elle a fréquenté, c'était une juive. Et ma grand-mère nous racontait comment elle venait chez elle, elle faisait des recettes ensemble. D'ailleurs, il y a même un exemple d'Erniglet, ma grand-mère, quand elle les faisait, elle durcissait un peu. Et c'est son amie juive, sa voisine, qui lui dit non, voilà le tour de main que tu dois faire pour que tes gâteaux restent tendres, etc. Donc, il y avait une promiscuité, ils étaient, ils ne se méprisaient pas. Ils ne se méprisaient pas. C'est ça le truc qu'il faut comprendre. Maintenant, quand on avance dans l'histoire jusqu'aux années 40-50, l'histoire, elle avance, les mentalités avancent, tout avance. Mais moi, je vous dis qu'au début de la colonisation, il n'y avait pas de mépris, il n'y avait pas de rejet des uns des autres. Alors maintenant, il faut dire aussi qu'il y avait aussi certains qui avaient gardé des traces de la période musulmane avant la France, avant que la France n'abolisse la Dima. Il y avait par exemple certains dans des mosquées, des imams, etc., qui étaient hostiles envers les juifs. Alors, au 15e ou 16e siècle, il y a eu un massacre, par exemple, dans le Touat. Mais c'est le fait d'un seul imam qui a mobilisé tout le monde pour qu'il massacre les Juifs. De temps en temps, vous allez trouver ça tout au long de l'histoire. De temps en temps, et les Juifs appellent ça un pogrom, c'est-à-dire tuer des gens gratuitement, comme ça, juste parce qu'ils sont juifs. Ils appellent ça un pogrom. Et donc, de temps en temps, vous allez trouver ça. Mais le reste du temps, c'était tranquille, les gens vivaient ensemble. Donc, des fois, il y a des stigmates comme ça où ils les mais quand j'ai eu par exemple énormément de témoignages de musulmans qui, par exemple, alors j'en ai un, elle me parle de son grand-père et elle me dit, à force de payer des taxes, il ne pouvait plus, il a été surtaxé et les huissiers devaient venir pour lui saisir sa marchandise. Et il pleurait, le gars, me dit, qu'est-ce que je vais faire? Ça y est, ma famille va être ruinée et tout. Eh bien, c'est son voisin juif qui est venu la nuit. Il a tapé à sa porte. Il lui dit, euh, Siflen, je ne vais pas donner les noms de famille, je n'aime pas ça. Il y a mes fils qui vont venir, on va vider le magasin. Et ils ont vidé tout le magasin. L'huissier, quand il est venu, il a trouvé que des murs. Donc, vous voyez, et après la Seconde Guerre mondiale, ou plutôt pendant la Seconde Guerre mondiale, quand les Juifs, par exemple, ont perdu leurs emplois, les enfants, on les a sortis de l'école, on a saisi des biens, on a saisi… C'était l'horreur. Eh bien, les Algériens, les musulmans étaient là pour aider les Juifs. Ils étaient là, ils les ont aidés. Et j'ai eu des dizaines de témoignages de personnes qui me parlent de leurs parents, de leurs grands-parents. Mais ça, ce n'est écrit nulle part. Ce n'est écrit nulle part. D'ailleurs, si vous vous souvenez, il y a eu un documentaire sur la Seconde Guerre mondiale, la période vichiste en Algérie. Et bien, dans tout le documentaire, il y a eu, je crois, une phrase ou deux sur les imams qui disaient à la population musulmane, attention, ne touchez pas aux juifs. Attention, ne profitez pas de leur malheur. Attention, il y a eu deux, trois phrases dans tout un documentaire qui se passait en Algérie quand même. Donc, comme disent certains auteurs, voilà, le musulman ou l'arabe, ou ils appelaient ça comme ils voulaient, il a toujours été invisible, un peu comme dans Camus, quoi. Invisible, invisible. Tout un reportage sur l'Algérie, la période vichiste, deux, trois phrases sur l'aide des musulmans aux juifs. Des fois, j'ai l'impression qu'on n'a pas envie que l'on parle justement de cette amitié-là, de cette promiscuité, voilà, de tout ça. Et de toutes parts, même du côté algérien. On leur a appris à détester les Juifs. Les Juifs, on a appris à les détester à l'indépendance.
Tout à fait. Puisqu'on parle de ça, je ne vais pas sortir de la période coloniale avant le dernier sujet où je vais parler un peu de côté artistique, où les Juifs ont apporté beaucoup à la musique algérienne, notamment ce qu'on appelle faussement la musique andalo, arabo-andalo, alors que c'est la musique normalement arabo-berbéro-andalo. Hein. Alors, il y a toutes les couleurs dedans. J'ai une question à te poser plus particulièrement sur la période coloniale. La période coloniale, Hidia, comme vous le savez, le congrès, après 2 ans, après le déclenchement de la Révolution en 54, 2 ans après, il y a eu le congrès de la Somme. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette lettre écrite par Abban Hamdan, lettre au congrès juif mondial en 56, où il s'adresse au grand rabbin, grand rabbin et à tous les membres du consistoire israélite et aux élus et à tous les responsables de la communauté israélite d'Algérie en leur disant il est temps de clarifier votre position par rapport à la révolution. Je dis, qu'est-ce qu'il a dit dans la lettre? Entre autres, parce que c'est une longue lettre, elle a dit, sans vouloir remonter bien loin dans l'histoire, il nous semble malgré tout utile de rappeler l'époque où en France les Juifs, moins considérés que les animaux, n'avaient même pas le droit d'enterrer leurs morts, ces derniers étant enfuis clandestinement la nuit, n'importe où, en raison de l'interdiction absolue pour les Juifs de posséder le moindre cimetière. Et plus loin, la lettre dit, exactement à la même époque, la communauté israélite avait la fierté d'offrir à sa patrie algérienne non seulement des poètes, des commerçants, des artistes, des juristes, mais aussi des consuls et des ministres. Maintenant, Abban Hamdan, il est invité à la communauté juive à les rassurer comme quoi ils auront leur place dans l'Algérie indépendante pour qu'ils se manifestent pour soutenir la révolution. Est-ce que vous avez pris connaissance de cette lettre? Alors oui, bien sûr, j'ai lu, mais je n'ai pas voulu insister sur les détails de la guerre d'Algérie, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit, beaucoup d'auteurs algériens, hein, qui ont écrit sur la guerre d'Algérie. Ce sont des historiens et ils le font beaucoup mieux que moi. Moi, ce que j'ai voulu dire, bien sûr, le, les autorités de l'époque de la guerre, etc., reconnaissaient les Juifs comme étant autochtones, hein, comme étant autochtones. Il y avait aussi les officiels, en tout cas, demandaient aux Juifs algériens de ne pas se mêler. Ne vous mêlez pas des tortures, ne vous mêlez de rien du tout. Ça ne nous regarde pas. C'est une question de survie. On leur faisait peur avec cette histoire de survie. Mais ils n'ont pas véritablement été suivis. Ils n'ont pas véritablement été suivis. Pourquoi? Parce que beaucoup se sont impliqués. Alors, il y a des gens qui se sont impliqués dans des choses banales, anodines. Il y en a un qui me raconte, c'est un très très vieux monsieur. Il me dit, j'ai vu l'arme du fidèle dans sa ceinture. Il courait. Et quand l'armée courait derrière lui, c'était dans une ville algérienne. Et ils lui ont dit, il a indiqué le sens contraire. Le gars, le fidèle, il est passé par là. Et lui, il a dit, non, non, il est passé par là. Donc, il n'est pas allé au maquis, ce monsieur-là. Mais euh, en fait, il était touché par la situation des musulmans. Et pourquoi tout à l'heure j'ai parlé de la Seconde Guerre mondiale? Parce que ça a été la grosse gifle. C'est là qu'ils ont compris, en fait, qu'ils ont commencé à prendre conscience quand on leur a enlevé leurs emplois, leurs biens, leurs maisons, en fait, voilà, et qu'ils sont tombés dans la pauvreté. En fait, ils se sont rendus compte que cette citoyenneté, elle était sur le fil du rasoir et qu'à n'importe quel moment, ça pouvait basculer. Et là, dès les années 40, il y a eu énormément de rapprochements entre les juifs et les musulmans. Et il y avait aussi des ligues comme la LICA, par exemple, qui est devenue plus tard la LICRA, etc., qui interpellait les musulmans, qui étaient interpellés nommément, mais ça les Hajj, Farhat Abbas s'est prononcé, beaucoup de gens se sont prononcés, et ils voulaient former, si vous voulez, une plus grande solidarité pour justement parvenir à une meilleure égalité pour les musulmans. D'accord? Il fallait que, après la Seconde Guerre mondiale, si vous voulez, ça les a vraiment perturbés. Et je vais vous dire, il y a beaucoup de fidèles juifs et même
et qui ont parlé justement de cette Seconde Guerre mondiale. Elle a réveillé beaucoup de conscience. Voilà, on s'est rendu compte de beaucoup de choses. Et la plupart, par exemple, Daniel Timsit, qui a été interviewé par Feu Gelnifi, qui d'ailleurs c'est sur YouTube, je crois. Je crois que les documents, quelques extraits se trouvent dans YouTube. J'ai lu les livres de Daniel Timsit, etc. Et cette Seconde Guerre mondiale l'a bouleversé. Beaucoup ont été bouleversés par cette guerre parce qu'ils se disent finalement, qu'est-ce que c'est que cette citoyenneté qui vient et qu'on nous enlève n'importe comment. Voilà. Et donc, ça les a un peu réveillés, ça les a rapprochés des musulmans. Donc, il y a eu des discours anti-musulmans, on va dire, de quelques juifs, mais la majorité compatissait. Si vous voulez, on a comme un éventail. Vous allez trouver à l'extrême, certains qui étaient dans l'armée française. Ils étaient en minorité. Parmi eux, certains ont même torturé, mais ils étaient en minorité. C'est comme si on vous dit, dans les musulmans, il y a des harkis, tous les Algériens sont harkis. Non, c'est pas parce qu'un petit groupe a suivi l'armée française ou a torturé que tous les juifs sont des tortionnaires. Donc, il faut quand même nuancer. Et puis, après cela, on va dire, il y a les Juifs qui se disaient, mon Dieu, peut-être que si l'Algérie restait française, mais avec une égalité avec les musulmans, c'est-à-dire ils sentaient que l'égalité était nécessaire, mais qui préféraient l'Algérie française. Et puis, il y en avait d'autres qui disaient non. L'Algérie doit être indépendante, mais qui ne se sont pas impliqués avec des armes. Hein, ils ont dit l'Algérie doit être indépendante, mais c'est comme peut-être votre oncle, ma tante ou un truc comme ça, qui étaient indépendantistes, mais qui n'ont pas participé effectivement à la guerre. Et puis, il y a ceux qui ont participé à la guerre, et puis il y en a ceux qui ont été torturés, et puis il y a ceux qui sont morts. Donc, vous voyez l'éventail, comment il est. Alors, c'est pas parce que quelqu'un a connu un voisin juif, on lui a dit qu'il était dans l'armée française, que tous les juifs étaient anti-indépendantistes. Ce n'est pas vrai. La vérité se trouve dans la nuance. Et voilà, il faut nuancer, autrement on ne s'en sort pas. C'est trop facile de jeter l'opprobre sur les uns, sur les autres, sur les Kabyles, les Arabes, les musulmans, les moi, je suis contre ça. J'aime observer la nuance. Et c'est dans la nuance qu'on atteint. Et vous allez voir, quand on observe la nuance, la majorité voulait l'égalité, voulait que les musulmans soient égaux, qu'ils aient des droits. La majorité des juifs voulaient que les Algériens aient des droits. Il y avait une petite minorité qui... Mais il ne faut pas oublier, les juifs ont connu une période, là on est vite passé à la Seconde Guerre mondiale, mais le décret Crémieux, il a fait l'effet d'une déflagration parce que tous les, allez, je vais les appeler les Français, mais pas juifs, hein, les Français, beaucoup d'entre eux étaient contre ce décret Crémieux. Et a commencé une crise effroyable qui a duré des années et des années. Et cette crise, on l'appelle la crise anti-juive. C'est-à-dire qu'ils les ont persécutés pendant des années. Et je parle d'un homme qui s'appelle El-Qanoui, et très peu de gens ont parlé de lui. Moi, j'ai lu son nom la première fois dans un livre très, très, très rare. J'ai trouvé un seul exemplaire à la bibliothèque de la rue du Temple, la juive de la rue du Temple, qui s'appelle Henri Chemouillet. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce monsieur-là? Qu'est-ce que c'est que ce... Et j'ai essayé de rentrer dans sa vie, d'essayer de voir quels étaient ses combats. Il était même combattu par la France, je vous dis. C'est quelqu'un qui a voulu rendre la dignité aux Juifs. Voilà, parce qu'ils étaient persécutés. Et il était contre le consistoire de France. Il dit, mais non, 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 nous, on est maghrébins, on a notre judaïsme maghrébin, vous nous laissez tranquilles. Voilà, on a nos traditions. Et le Qanoui, alors, à l'état civil, c'est Qanoui, mais lui, il a mis El Qanoui. Voilà, comme ça. Pour vous dire jusqu'à quel point il se sentait ancré dans la culture de l'Algérie.
Voilà. C'était important Très à bien, dire. Et là aussi, j'ai raconté dans le détail, j'ai raconté. Donc, il faut lire le livre pour bien tout à fait, comprendre la situation. tout à Et fait. puis, à la fin, donc, pendant la guerre d'Algérie, j'ai parlé de Daniel Timsit et j'ai parlé d'un gamin qui est mort qui est monté au maquis à 17 ans, qui s'appelle Pierre Guénassia, Pierrot. Il s'appelle comment? Pierre Guénassia. Et les Ténésiens l'appelaient Pierrot. Pierrot. Guénassia, c'est Voilà. pas lié un peu avec la famille de Macias? Du tout. Alors là, pas du tout. Non, non, non. Pierre Guénassia. Euh, c'est des Ténésiens de souche, berbères qui étaient là avant la colonisation. Ils habitaient à Chlef, ils sont venus en 1830, mais en 1830, Chlef était encore, les Français n'étaient pas encore venus, hein, à Chlef. Voilà. Et Pierre, j'explique pourquoi Pierre est arrivé petit à petit à l'idée de monter au maquis. Qu'est-ce qui a fait que? Alors, j'ai parlé de Ténès parce que chaque ville est particulière par rapport aux autres. De la population ténésienne. Euh, j'ai parlé de la population ténésienne, j'ai parlé de la promiscuité entre toutes les religions. Toutes les religions. Les juifs, les musulmans, ils habitaient côte à côte, ils se fréquentaient. C'était un autre monde, un monde à part. Et aussi, ça m'a donné aussi l'occasion de parler de Jean Masbeuf, qui était médecin à Ténès à l'époque et qui était révolutionnaire. D'ailleurs, il a été arrêté et condamné aux travaux forcés. Et voilà, ça m'a donné l'occasion de parler, que ce soit pour Daniel Timsit ou Pierre Guénassia, ça m'a donné l'occasion de parler de tous ces noms à toute consonance. Par exemple, Hamoud, c'est un Kabyle venu s'installer à Ténès. Ténès l'a adopté, Dar Ben Hammou. D'ailleurs, maintenant, il les appelle Dar Ben Hammou. Mais il est venu de Kabylie pour chercher du travail. C'était un révolutionnaire. Il était avec tous les révolutionnaires de Ténès, Daïra, euh, Masbeuf, Dona, qui était l'instituteur. Donc, ils formaient un groupe. C'était des communistes. Ils instruisaient les enfants sérieusement, pour de vrai. C'était des gens qui avaient fait beaucoup de choses. Et Pierre a grandi dans cet univers-là. Et il est monté au maquis. Donc, son père travaillait aux contributions avec mon oncle, donc j'ai pu avoir des informations très, très précises. J'ai eu des informations de Mohamed Belkaïd, c'est un docteur linguiste qui était son camarade de classe. On s'est appelé, il m'a raconté des, donc là, j'ai pu interroger les gens, j'ai pu interroger la mère de Pierre Guénassia, par exemple, de Pierrot. Elle avait une petite bijouterie sans prétention pendant les années vichistes. Elle a donné tous ses bijoux à son amie musulmane pour qu'elle les lui cache. Et après la période vichiste, elle les lui a rendus jusqu'à la dernière pièce. Vous voyez, il y avait une promiscuité et ça existe. Il y avait aussi autre chose, l'allaitement. Une femme juive qui n'a pas de lait pour son bébé, c'est la musulmane qui lui donne. Une musulmane qui n'a pas de lait, c'est la juive qui donne, Donc le vivre qui ensemble, allait. le vivre ensemble à l'époque, il était vraiment présent, hein. Il était présent, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens qui ont un frère de lait juif. Et vous savez que dans la religion musulmane, c'est un frère de lait, hein. C'est un frère, un frère. On ne peut pas épouser. Vous comprenez, c'est une fratrie. Et j'ai parlé à des amis, il y en a un à Sétif, un ami qui me dit, mais ma mère me raconte exactement la même chose. Moi, je croyais que c'était typiquement un thé, c'est pas possible. Il me dit, mais non, à Sétif, c'était la même chose. Ma mère, elle me raconte la même chose pour l'allaitement. Et si on interroge les vieux ou ceux qui ont laissé de la mémoire, eh bien, on découvrirait des milliers de choses. Sauf que nous, la mémoire, on l'enterre. Et de l'autre côté de la Méditerranée, la On est même amnésique, chose. on est amnésique, c'est ça notre grand Même, problème. même en Europe, même en France, je ne sais pas, il est de bon ton de dire que les Juifs sont des Français assimilés. Vous comprenez?
Il y a un homme juif, je dis, mais ton père, il t'a rien raconté. Il me dit, mon père, c'était le mutisme le plus total. Je dis, comment ça, pourquoi? Il me dit, euh, si tu veux, avec cette guerre d'Algérie, avec tout ce de l'OAS, la peur, le machin et tout, il me dit, bah, il voulait qu'on soit juste français, qu'on s'assimile pour qu'on ne nous stigmatise plus. Voilà, le père avait peur que les enfants soient stigmatisés. Et bah, c'est un peu, par exemple, comme les Italiens, les Espagnols et les Portugais, quand ils sont allés en France, la première génération a été stigmatisée, vous comprenez? Et donc, c'est par la suite, la deuxième, troisième, quatrième génération, où ils se sont fondus un petit peu dans cette France. Et ben, les Juifs, c'était la même chose, ils avaient peur de parler à leurs enfants. Certains ont parlé tardivement. Et beaucoup de jeunes maintenant, enfin, quand je dis jeunes, cinquantaine, quarantaine, etc., qui avaient des parents nés en Algérie, leurs ancêtres en Algérie, enterrés en Algérie, ils se disent, mais on a envie de comprendre notre histoire. Nos parents n'ont pas rien raconté, ils ont choisi de partir, mais nous, on a envie de connaître notre histoire. On a envie de savoir. Et donc, pourquoi pas? Je D'après dirais. vous, hein, Heidia, combien vous chiffrez la présence les Juifs en Algérie? Est-ce qu'ils sont nombreux ou pas? Parce qu'ils se cachent, comme vous dites, ils ont peur, ils ne se Alors, manifestent pas. il y a des auteurs qui ont écrit, j'en ai cité un ou deux, je crois, et ils ont écrit sur. Alors, après l'indépendance, il y en avait pas mal quand même qui étaient restés. Euh, D'ailleurs, mon oncle m'a parlé, par exemple, de Chokroun Atenes, qui était indépendantiste, mais alors à mort, celui-là, indépendantiste. Il tenait un magasin de tissus et avec sa femme, enfin, sa femme tenait le magasin, lui travaillait aux contributions avec mon oncle. Mon oncle, il a fait la guerre d'Algérie, mais en ville. Et donc, le réseau, il le connaissait, hein, il connaissait tous ceux qui participaient, vous savez, pour les tracts, pour l'argent, mon oncle, c'était en ville. J'ai un oncle qui est monté au maquis, il est mort, et Hamim Mustafa, c'était en ville. Et le Choukroun, il me dit, il était indépendantiste, purée. Il me dit, plus indépendantiste que lui, tu meurs. Il est resté à l'indépendance en 67. Il y a des petits cons, des petits voyous qui ont plastiqué son magasin parce que ils l'ont pris pour un colon, alors qu'il est autochtone. Autochtone. C'est un juif autochtone, berbère. Voilà. Et il a eu peur, il est parti. Il Très a bien. eu peur Yeah. et il est parti. Bon. Et donc, petit à petit, les gens sont partis. La plus grosse partie, on va dire le plus grand nombre, c'était dans les années 90. Tous les jeunes ont quitté. Alors, je vais vous dire, il y avait dans des villes, mais je ne suis pas autorisée à donner le nom des villes. Ils m'ont dit, tu dis, ils vont nous chercher, ils vont nous trouver. Mhm. Il y a dans des villes, voilà, où il y a des juifs. Alors, le père, il va à la mosquée le vendredi, hein. Il va à la mosquée, il donne le change. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas qu'on doute de lui. Il va à la mosquée de sa fille, elle porte le hijab, elle va à la fac, etc. Quand quelqu'un tombe amoureux d'elle, eh ben, elle lui dit non, tu sais, nous on est traditionnels. Mon père, il m'a promis à mon cousin, si j'épouse pas mon cousin, il va me tuer, etc. Alors qu'elle épouse un juif, comme elle. Vous comprenez ce que je veux dire? Probablement même à la maison, ils pratiquent la religion. Ah oui, dans la religion, à la maison, ils pratiquent à la maison, ils pratiquent leur religion. Mais dehors, s'il y a un musulman qui la demande en mariage et qui veut l'épouser, etc., elle se débine comme ça. Elle Elle dit porte non, le hijab pour se camoufler, c'est ça? il y en a beaucoup qui portent le hijab pour se camoufler, qui ont porté le hijab pour se camoufler parce que la plupart sont partis en France dans les années 90. Il restait que vraiment les vieux. Les vieux. Incroyable. Voilà. كل ما شكون دي فكايكم مزرويه Et puis les vieux وذاين sont en تفرني. train de, et puis les vieux sont en train de mourir petit à ها؟ petit. Donc, اكيد قا امغار نسن تمتاثن يون يون ماذا مزيان تفغني ما نسن تولس توسوت الحجاب وكنا تفغت يزور نسن ذاين غاس ولا ملك خام خدمن انساي نسن لا وايد نسن يشدن غار تو ذايت لي برو وكي كان ذات سيوان كارو مقبلا كارو ما ديني راكا j'aimerais bien finir, clôturer votre livre avant de passer aux questions d'ordre général, ma chère Hidia. Ça concerne le dernier chapitre que vous avez appelé le syncrétisme. Pour ceux
qui ne connaissent pas le mot syncrétisme. Syncrétisme, ça veut dire, en fait, le système philosophique ou religieux qui tend à faire fusionner plusieurs doctrines différentes. Autrement dit, la synthèse de deux ou plusieurs traits culturels d'origine différente donnant lieu à des formes culturelles nouvelles. C'est ce qu'il y a eu, néanmoins, pendant la période coloniale ou bien avant, entre les Juifs, les Arabes et les arabophones et Depuis les toujours, berbérophones, n'est-ce pas? depuis toujours. Dès l'instant où ils ont choisi de rester ensemble, donc ils se sont acclimatés les uns aux autres, leurs pratiques culturelles ces pratiques sont devenues pratiquement les mêmes. Il n'y avait que la liturgie, on va dire, slat, ou des prières, etc., qui étaient différentes. Mais autrement, c'était absolument pareil. Et ce syncrétisme-là, il y a plusieurs marqueurs de ce syncrétisme. Moi, j'en ai pris deux seulement parce que je ne pouvais pas tout traiter. Alors, il y a par exemple la cuisine. Nous avons exactement la même cuisine. D'ailleurs, la dernière fois, dans un site, Donc, euh, l'art culinaire, c'est la même chose, hein, entre les Juifs oh, et nous, les il y a, Berbères. exactement, il y a une dame, elle dit, regardez, alors c'est une Israélienne d'origine maghrébine qui a fait une tchouktchouka. Elle a dit, regardez les Israéliens, même la tchouktchouka, ils nous l'ont prise. Je dis, mais non, mais c'est à eux aussi. Cette dame-là, elle a dû être maghrébine avant d'aller en Israël. En fait, on ne dit pas Donc, maghrébine, on dit nord-africaine ou tamazra. Parce que, encore une fois, oui, il faut corriger l'histoire. Hein. oui, d'accord. Nord-africaine. OK. Eh bien, vous me reprenez, nord-africaine, si vous voulez. Et donc, moi, je n'ai pas parlé de la cuisine. Moi, j'ai parlé de la musique qu'on appelle communément la musique andalouse et qu'on attribue généralement à Ziryab, mais il s'est avéré qu'il y a eu des recherches qui ont montré qu'il y avait une empreinte de chez nous, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous appelez d'abord le nord de l'Afrique? Nord-Afrique, Eh, ben, moi, c'est toute l'Afrique du Nord. C'est de enfin, la Libye, la c'est-à-dire, Tunisie, le Maroc et l'Algérie. Hein. d'accord, l'Afrique du Nord. Alors, on Voilà. est d'accord. Ok, ben, je parle de ça. Donc, il y a l'empreinte algérienne, moi je vais dire maintenant encore plus l'empreinte algérienne, c'est-à-dire berbère. C'est-à-dire pas seulement ce qui a été apporté donc d'Orient, OK. parce que vous savez, il n'y a rien qui naît comme ça. Bah, forcément, on emprunte. La mer Méditerranée, c'était une mer où tout le monde se croisait. Hein. Donc, vous allez trouver un petit peu de tout chez tout le monde. C'est notre milieu naturel, la Méditerranée d'ailleurs. Hein. C'est Voilà, voilà. la C'est la Grèce, mer les Romains. avec un E à la fin, à la limite de tout ce beau monde-là. Et donc, cette musique-là, qui est venue en Algérie, bien entendu, elle a été, en Algérie, elle a été en quelque sorte préservée essentiellement par les Juifs. Alors, je vais vous dire pourquoi. Déjà, au XVIIe siècle, il y a plusieurs auteurs qui en parlent, et même, comment il s'appelle, l'homme de théâtre, hein. Bref, et il en parle aussi. Il y a tout dans mon livre avec les références et tout. Hein. En fait, ce qui s'est passé au XVIIe siècle, c'est que les Juifs, eux, dans leur liturgie, c'est-à-dire dans la pratique de leur croyance, là, dans les synagogues, ils chantent. Ils chantent. Et donc, ils utilisent un petit peu les airs qu'il y avait sur le moment, même andalou, etc., pour leur liturgie. Et les musulmans, eux, délaissaient un petit peu la musique. Et il y a donc on va dire des spécialistes de l'époque, hein, du XVIIe siècle, qui se disent, mais c'est dommage. Et si on faisait comme les Juifs, on va chanter dans les mosquées. Et donc, ils ont pris l'initiative de chanter dans les mosquées pour justement ne pas perdre tout ce patrimoine-là musical. Et il les faisait dans plusieurs mosquées. Et c'est comme ça que, si vous voulez, allez, on va l'appeler musique andalouse, comme ça tout le monde nous comprend. Ouais, ouais. Ouais, Voilà, on exactement. va utiliser un Andalous. terme générique comme ça, parce que tout le monde le comprend. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Et donc, cette musique andalouse, on va dire, elle n'est pas morte chez les musulmans. Mais les juifs, eux, la pratiquaient de manière très assidue. Et comme on dit en arabe, ala kaniha, c'est-à-dire exactement comme il se doit.
Et il y a eu beaucoup de ma'alem juifs qui ont enseigné la musique à des musulmans qui sont devenus des ma'alem. Je cite dans mon livre, par exemple, les frères Dib. Quand on dit Aujourd'hui, ma'alem, c'est à peu près l'équivalent de maître d'aujourd'hui. C'est ça, le cheikh. maître, shir. Mais moi, je préfère ma'alem. Pourquoi ce mot-là? Parce qu'étymologiquement, le mot ma'alem, c'est-à-dire, euh, Enseignant. voilà, il transmet. OK. Voilà. Alors que shir, il est vénéré. Et cheikh, c'est Alors comme, que le c'est un peu ma'alem, religieux. il C'est vrai. transmet. Ça sent pas Il bien Cheikh donne. Isnaoui et tout ça. Cheikh Al-Anqa. C'est comme c'est Je religieux. préfère, voilà, moi je préfère le Ça sent pas ma'alem. bien, oui. Et voilà, c'est dans ce sens-là. Et donc, les frères Dib ont appris chez des juifs et eux-mêmes ont enseigné à des juifs. C'est-à-dire, ils formaient une communauté finalement où il n'y avait pas de distinction de religion. C'est-à-dire, c'est l'affinité de l'oreille, de la musique, du tarb qui faisait que les groupes se formaient ou ne se formaient pas. Et c'est ça qui est extraordinaire. Il n'y avait pas hada yahudi ou hada arabi. C'était la musique. Ils formaient comme une corporation. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Une sorte de corporation. Et c'est ça qui est magnifique. Et c'est Tout pour à ça fait. que cette expérience de la musique a été extraordinaire. Et puis, je vais parler Et bien sûr de musique. vous avez réservé toute une section, une grande section, à ce qu'on appelle le syncrétisme musical et vous avez mis l'accent beaucoup plus, un maître au sens propre du terme, de musique, si on peut l'appeler comme ça, quand vous dites andalou, pour ne pas Allez, dire on va dire andalou. arabo-andalou, arabo-berbéro-andalou, andalou tout court, Tout à fait, tout à Saoud fait. El-Mediouni, Alors, qui a vécu à Oran, ça serait bien de ne parler de lui, mais avant, Hidia, de ne parler de Saoud El-Mediouni, on va l'écouter parce qu'il a donné il était un repère pour beaucoup de chanteurs qui ont fait vraiment beaucoup pour la musique voilà. africaine, les juifs, Salim El-Hallali, les Bouniche, etc. Donc Exactement, exactement. écoutons Saoud El-Mediouni Saoud et on El-Mediouni. revient. محنتني من بعد ما شاب رميتني في خضران فكرتني من بعد ما فكرتني من بعد ما في سبايا بالضرورة العيد الكبير والفرج في باب الجهاد ثم القتال ولاة الوشمال اسمح ولا سمحت ولا واقطع لي الرضاعة ومن صغري ناشق الزين ومن صغري ناشق الزين يرد تحيي الشماعة
بيديك يا القمري ديني بالسلام تلمسان يا حمام توصل الكاوي يا دليل عزمني بالوجيان. Voilà, on revient. Donc, Hidia, on vient d'écouter un morceau de Saoud El-Mediouni. Qui est exactement Saoud El-Mediouni? Alors, Saoud El-Mediouni, si vous voulez, c'est un monsieur qui est né à la fin du 19e siècle. Son grand-père, c'est Makshish, si tu veux, si vous voulez, c'est un maître lui-même. C'est un ma'allam. Et il est né à Oran, de parents qui ne faisaient pas vraiment de la musique. C'est pour ça qu'on Mais l'appelle lui, Saoud El-Waharani. Hein? Al-Wahrani. Voilà, ses parents étaient installés à Oran, mais Houa, son grand-père, était de Tlemcen. Tlemcen et Makshish. Mhm. Et donc, à Oran, il était cordonnier, etc. Mais bien sûr, il adorait la musique. Et puis un jour, eh ben, il a eu son café, lui aussi, à Derblihout. Et donc, il ouvre un café, il réunit des gens, des musulmans, des chrétiens. On a dit que dans la musique, il n'y avait pas une distinction de religion. Et à l'âge de... Alors, quand il est né Victor Émile Mediouni. Victor Émile Mediouni. Et ses parents parlaient arabe, hein, parce qu'il y a eu un traducteur hein, pour les marier, pour l'inscrire à l'état civil, il y avait un traducteur parce qu'il parlait que l'arabe, hein, ses parents. Voilà. Et en fait, à 26 ans, qu'est-ce qu'il fait, Victor Émile? Il va voir la justice, il fait un procès et il dit, je veux changer de prénom. Comment ça, vous voulez changer de prénom? Je ne veux pas m'appeler Victor Émile. Et comment vous voulez vous appeler? Je veux m'appeler Massoud. Et j'ai mis d'ailleurs une photocopie de l'état civil où on a barré Victor Émile et on a mis Massoud. Et lui a insisté pour que son nom de scène soit Saoud, exactement comme son grand-père. C'est-à-dire que la filiation artificielle de Victor Émile, c'est une filiation artificielle. Hein, on lui suppose des ancêtres chrétiens ou je ne sais pas quoi, Victor Émile. Ben, cette filiation-là, artificielle et factice, il a biffé pour s'appeler Masoud et il s'est fait appeler Saoud exactement comme son grand-père. Parce que c'est cette filiation-là qui l'intéressait et pas une autre. Et donc, Victor Émile est devenu Masoud El-Mediouni et il insistait pour le L lui aussi. Il s'appelait aussi Saoud El-Waharani, c'est-à-dire avec un ancrage géographique. Waharani. Et c'est un monsieur qui lui aussi a ouvert la porte à beaucoup de jeunes qui ont appris. Il y a Renette l'Oranaise, je raconte un petit peu sa vie et surtout la fin, c'est quand même assez triste. Il y a son neveu, Maurice Mediouni. Alors, Mediouni, il s'est toujours fait appeler Mediouni, pas elle. Et là, je découvre sur son site officiel, il y a le L, El Mediouni. Donc, il l'a mis tardivement. Et il y a aussi Lili Boniche. Tous ces gens-là sont passés par l'école de Saoud El-Mediouni. Et bien sûr, Lili Boniche, il est passé par l'école de M. Saoud El-Mediouni. Oui. فين نكون ما ننساها هالجي شحال نحبها. Et Salim Hallali aussi? Non, mais il y a eu d'autres écoles, Salim Hallali, enfin, il y a eu d'autres écoles, il n'y a pas eu que Saoud El-Mediouni. Il fallait bien que j'en choisisse un. Moi, j'ai choisi celui-là. Mais il y en a eu plusieurs. Et ce serait bien quand même que des biographies soient détaillées. Alors, il y en a sur Internet, mais elles sont très sommaires. Il faut vraiment fouiller pour glaner comme ça des petites informations et faire quelque chose de sérieux. Voilà. Et donc, Saoud, lui, dans les années 30, il va en France, mais il est rattrapé par le bruit des bottes et de la délation.
Et c'est comme ça que je vous laisse terminer où il est mort. Terminé. Donc, OK, exactement. Donc, Saoud El-Medyouni, il est mort exactement en 1943 à ce qu'on appelle centre d'examination de Sobibor. C'était un centre d'examination nazi situé dans le gouvernement général de Pologne. Donc, peut-être on ne va pas rentrer un peu dans les détails parce que on a pris beaucoup plus de temps. Je vous laisse le soin de vous documenter vous-même sur la famille de Victor Émile El-Medyouni qui a changé son nom, comme l'a expliqué Hidia, en Messoud ou de façon abrégée Saoud Al-Wahrani Lorani qui était vraiment un maître dans la musique andalouse, si on peut l'appeler comme ça. Et il avait donc un style Hawzi aussi, qui est très connu dans ça et qui était une école. Donc, ceci dit, je passe maintenant pour aller vite. Quelques questions brèves comme ça. Hidia, est-ce que peut-on comparer votre essai dans la démarche romanesque sur l'histoire méconnue des Juifs séfarades au roman de Jacques Attali qui est intitulé La confrérie des éveillés? Alors, ce livre-là, moi, je ne l'ai pas voulu comme un roman parce que ce n'est pas un roman, hein. Ce n'est pas du tout un roman. Je raconte des histoires, mais des histoires vraies, c'est-à-dire des choses qui sont arrivées réellement, que j'ai puisées dans comme je l'ai dit au début, dans des textes académiques, chez des historiens, etc. Euh, donc, je ne romance absolument rien. C'est dit, c'est raconté de manière plaisante par moments, dure par moments, mais ce n'est pas de la fiction, ce n'est pas un roman. Donc maintenant, Jacques Attali, je n'ai pas lu tous ses ouvrages, je ne peux pas dire que j'ai lu tous ses ouvrages, je me suis concentrée essentiellement, à part, je crois, quelques détails, mais je me suis concentrée essentiellement sur des livres d'historiens. Et je donne toute la bibliographie pour ceux qui voudraient pousser encore un peu plus loin. Parce que je vous dis, dans un essai 360 pages ou 350, ce n'est pas suffisant, je ne peux pas tout dire. Je me suis sentie frustrée, mais il fallait bien que j'arrête à un moment donné. Donc, j'ouvre des perspectives, énormément de perspectives, en proposant la bibliographie complète, totale, etc. Et à la fin du livre, il y a toute la bibliographie. Il faut lire les notes de bas de page et il faut lire aussi la bibliographie à la fin. Mais dans les notes, j'ouvre énormément de perspectives pour ceux qui voudraient continuer la recherche. Je passe, merci donc Hidia. Je trouve quand même qu'il y a une simplification dans votre approche, comme le font les Français quand vous parlez de l'histoire des Juifs et des musulmans en Algérie. Je m'explique davantage. Parce qu'en réalité, il existe plusieurs groupes différents dans le vaste territoire qui est aujourd'hui l'Algérie. Par exemple, les relations entre les Juifs de Tlemcen et leurs concitoyens seront différentes des Juifs d'Alger avec les leurs, ou encore les Juifs de Constantine et avec les leurs, ou encore même les relations entre les Juifs et les Kabyles, les Juifs et les Chaouis, les Juifs et les Mozabites, etc. En outre, les Juifs d'Algérie ne formaient pas un groupe monolithique, et tout comme ce qu'on appelle les musulmans d'Algérie ne formaient pas un groupe monolithique. Qu'en pensez-vous? Tout à fait. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais je n'allais pas. Moi, j'ai pris par exemple l'exemple de Ténès. Si j'ai pris l'exemple de Ténès, c'est justement parce que chaque ville a ses spécificités. Et c'est exactement ce que vous dites pour Tlemcen, pour ce que j'ai fait pour Ténès, un autre le fera pour Constantine, un autre le fera pour Tlemcen. Mais moi, je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas embrasser tout ça, sinon il faudrait des milliers de pages. Moi, j'ai pris un exemple. C'est pour ça que j'ai pris Pierre Guénassia. D'accord, sur le plan affectif, c'est Oulid Bledé, il est de Ténès, mais ce n'est pas uniquement pour ça, c'est pour montrer que chaque ville est une ville. Et d'ailleurs, dans ce chapitre-là où je parle de Pierre Guénassia et de la ville de Ténès, je dis que tel historien, par exemple, Benjamin Stora, n'a pas vécu sa judéité de la même façon. Harbi parle de la proximité des Juifs de manière différente. Je le dis dans le chapitre. Moi, je raconte Ténès. À d'autres,
justement de s'emparer de ces sujets-là et de raconter comment ça se passe à Sétif, comment ça se passait à Cherchell, à Tlemcen. Et c'est comme ça qu'on peut avoir après une vision globale. Mais tant que ces études ne sont pas faites, et c'est ce que je déplore quelque part, d'accord, ce n'est pas, je ne simplifie absolument rien, puisque je prends un exemple concret, celui de Ténès. Mais je ne peux pas parler de toutes les villes d'Algérie, c'est pas possible, c'est juste pas possible. Il y a aussi Gardaïa qui est assez particulière, parce que les Juifs de Gardaïa n'ont été naturalisés français qu'à l'approche de l'indépendance. Ok. Ils sont restés juifs, autochtones, indigènes, pendant toute la période coloniale. Toute la période coloniale. Ça aussi, c'est un cas particulier. Il y a autant de cas que de villes, que de régions. Mais ça, c'est le travail qui doit être fait. Tout à fait, Et c'est un c'est ça, travail de... oui, c'est ça les blancs. C'est-à-dire, vous avez le déroulé de l'histoire et de temps en temps, plaf, allez, il y a un blanc. On ne Voilà. sait pas ce qui s'est passé. Eh bien, il faut enlever l'étiquette et regarder et lire. Et une personne ne peut pas faire tout ce travail-là, il Tout est à fait. monumental. En tout Il cas, est vous avez... monumental. Tout à fait. Tout est à faire. Tout est à faire. En tous les cas, Alors, vous imaginez Hidia, le champ elle de ouvre recherche. des pistes de recherche, donc Tout tout à n'est pas fait. complet, donc il reste beaucoup à faire. Donc voilà, je vous encourage à aller chacun dans son coin pour tirer le maximum qu'il peut de ses recherches par rapport à cette... D'ailleurs, j'aimerais bien que vous lisiez là, le dernier paragraphe de ma conclusion. Juste le dernier, les 3 dernières lignes. Je vais le lire avec plaisir, ma chère Juste Hidia. la dernière, Donc, parce que justement, ça répond à ça. d'accord, le dernier paragraphe, une seconde, de la conclusion, qu'est-ce qu'il dit? Il dit oui, j'aurais pu écrire davantage des ponts entiers. Je ressens la frustration de ne pas avoir développé plus tel point ou tel point. Avec ce peu que je vous propose, si je parviens à susciter la curiosité et ou à raviver la sincérité profonde dans la connaissance de soi et de l'autre, j'en serai ravi. C'est si des recherches sérieuses sont initiées pour combler tous les vides jugés tabous, je serai comblé. Et Hidia ben سحلي اتفرح حتى 16 يكون تساف وكذا كملن انذير ذا كان دلدين ادنجر ايوكنيا هات دلدين ايفردان غافونا ذي فين منقر الجزائر ثوثايس نا l'Algérie juif. Ceci dit, ma chère Hidia, je passe à une question concernant l'ostracisme des Juifs en Algérie. Trouvez-vous que l'ostracisme des Juifs en Algérie est moins épineux que d'autres enjeux tels que le féminisme ou la majorité, par exemple? Je prends juste un exemple. Hein. Roger Hanin, qui tout le monde le connaît comme étant un grand acteur né à Bablouad et enterré à Bablouad selon sa volonté, et Assia Djebbar, qui est une grande écrivaine chinoise qui est de votre région, pas loin de Cherchell. Donc, tous deux, ils sont décédés à quelques jours d'intervalle, 5 jours, si je me souviens bien. Assia Djebbar le 6 février Oui. 2015 et 6 jours plus tard, en février 2015, Roger Hanin est décédé à Paris. On lui a fait un enterrement grandiose où Bouteflika, président de l'époque, était même intervenu, où il a fait participer tout le staff gouvernemental. Et, par contre, Assia Djebbar était morte comme étant une citoyenne normale. Donc, c'était un enterrement sobre, réservé dans son propre pays chinois, à Cherchell. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Écoutez, qu'est-ce que vous dites? Moi, je n'ai jamais été dans la tête de Bouteflika. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Je crois que ce sont les spécialistes de Bouteflika qui devraient nous le dire. Moi, je ne suis pas spécialiste de Bouteflika. Mais le sujet, le fait que, par exemple, les Juifs soient un sujet tabou, ça l'est, et ça l'est de plus en plus, et plus on attend, et plus il le sera, que ce soit ici, ou que ce soit, enfin, quand je dis en Algérie, ou que ce soit en France aussi. C'est-à-dire, il faut maintenant parler, ça suffit, c'est bon, on a assez menti, on a assez édulcoré, on a assez falsifié, on a assez... Ben, à un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il ne faut pas avoir peur de l'histoire, vous savez. L'histoire, des fois, elle est glorieuse, et tant mieux, mais des fois, elle est moche, elle est laide, mais il faut l'assumer. D'accord? Moi, je pense que l'histoire, c'est comme ça. Or, les gens ont toujours tendance à vouloir glorifier et uniquement glorifier. Et ils glorifient
glorifie tant et si bien que cette glorification commence à ressembler à des mensonges. Et c'est ça que ce n'est pas bon. Parce que maintenant, beaucoup de jeunes, par exemple, se détachent complètement de leur histoire d'Algérie, se détachent complètement de... Ils ne croient plus en rien. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de mensonges autour des choses. Non, voilà, là, c'était glorieux, il faut le dire. Là, c'était pas très glorieux, mais il faut le dire quand même. C'est ça l'histoire. Et on apprend de l'histoire. Voilà. Et donc, les Juifs font partie justement de cette omerta où il faut absolument rien dire. Quand j'ai annoncé, par exemple, la parution de mon livre, bon, sur ma page, les amis, on va dire, dans les réseaux sociaux sont triés sur le volet. Ce sont des gens qui sont très polis, qui sont corrects. Même quand ils ne sont pas d'accord, ils le disent correctement. Mais ça a été partagé plus de 100 ou 200 fois. Mais dans les autres sites, mais on m'a traité de tous les noms comme si j'étais une harkia, comme si j'étais une lèche-botte, comme si j'étais... Mais je dis, mais enfin, lisez, vous allez voir que vous allez découvrir tout à fait le contraire de ce que vous m'accusez. C'est bon. Et d'ailleurs, je n'ai pas à me justifier. Moi, j'écris. Ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, ça plaît pas. Mais ce sujet-là, il faut, pour moi, le prendre en charge. Il faut l'écrire parce qu'il y en a marre de la chape de plomb et voilà, les jeunes, ils ont besoin de croire un petit peu en eux, en nous, voilà. Voilà, je termine avec une petite remarque. J'ai mentionné tout à l'heure Abban Hamdan qui, dans sa lettre aux Juifs, aux Israélites d'Algérie, comme quoi il les assure, comme quoi ils auront leur place dans l'Algérie, qui, d'après sa vision de l'époque, serait plurielle, qui va reconnaître tous ses enfants, quelle que soit leur diversité. Je rappelle aussi, pendant la France coloniale, il y a un groupe de Kabyles à Paris qui ont sauvé beaucoup d'enfants de Juifs des nazis avec un tract qu'ils ont distribué en langue kabyle qui est intitulé Amberesh Nord, c'est comme nos enfants. Je ne sais pas si Hidia en a parlé dans son livre, non? Non, pas de ce tract-là, mais j'ai parlé par exemple de pas mal de choses, par exemple la valise ou le cercueil qu'on attribue au FLN, mais ce n'est pas du tout vrai, qu'on attribue à l'OS, mais ce n'est pas du tout vrai, ça remonte aux années 40, aux années... Donc, il y a beaucoup d'idées reçues comme ça que j'essaie de mettre de l'ordre un petit peu dans tout ça, voilà. J'ai essayé de remettre et d'écrire avec beaucoup d'honnêteté, voilà. J'ai essayé d'écrire avec beaucoup d'honnêteté, voilà. Ceci dit, merci, ma chère Hidia. On vient au bout de notre interview. Avant de vous laisser pour dire votre dernier mot, je rappelle encore une fois que Hidia Ben Salih ديوث لكن تميارو تيديران يديرولن ذيت نستمع نشلف تيدير تورا دي فرنسا عندها تسلمات دي السناويت فغان باري لابوليو دو باري سفراد تسفرو سنة كيريون بودلي سوازاليس أتزرقين فرانس فانون دي الجزائر أكد تزرقين ألتافا دي باري تينيموي اللي تسمى l'Algérie juive, l'autre moi que je connaissais peu. Ceci dit, je vous laisse dire votre dernier mot. Merci beaucoup. D'abord, je vous remercie pour toute cette émission, pour le mal que vous êtes donné, c'est très gentil. Et j'espère que le livre va intéresser des lecteurs parce que l'histoire, c'est toujours une partie de nous-mêmes, d'accord? Qu'on soit en France, qu'on soit juif, qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, peu importe. Nous avons partagé quand même, l'histoire a fait que nous avons partagé beaucoup de choses. Donc, je conseille la lecture de mon livre. Et puis voilà. Et puis voilà. Et merci beaucoup encore une fois. Je suis vraiment ravie de cette rencontre. Merci, merci, ma chère Hidia. Encore une fois, je vous remercie. Donc, c'est une certaine merci, Hidia Ben Salih. هذا اللي سكين ذو القناة داغا ممكن تسمى اتصل في الجزائر ثوثايث الجيري جويف ناك نسمى دانيك النظام شويت كان اسنور الزوح سكين نار لوتر موا كو جو كوني بو سي بو سان مليل ديد ما النظام دي سنت النظام او ديني قيمات دي تلويث